Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Thérien et en tant que directeur du CEPSI, le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale, ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la première conférence de notre programmation 2014-2015. Je suis très heureux de vous voir en si grand nombre. Je pense que votre présence ici est une preuve bien concrète du fait qu'à l'Université de Montréal, il y a beaucoup d'intérêt pour les questions de politique internationale. Aujourd'hui, le CEPSI a le privilège d'accueillir l'ancien premier ministre et secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada, le très honorable Joe Clark. M. Clark est ici pour nous parler d'un sujet qu'il connaît très bien, la politique étrangère canadienne. Au passage, je tiens à profiter de cette tribune pour remercier très chaleureusement mon collègue Théodore McLaughlin, qui est le directeur adjoint du CEPSI, parce que c'est grâce au travail de Théodore et à ses contacts si nous avons l'honneur d'avoir M. Clark avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais inviter le recteur de l'université, M. Guy Breton, à présenter M. Clark officiellement. Mais avant, je voudrais dire deux mots sur le CEPSI. Le CEPSI, c'est un centre de recherche qui s'intéresse à tous les aspects des relations internationales. Et entre autres particularités, il s'agit d'un centre à la fois bi-universitaire et multidépartemental. Le CEPSI est un centre bi-universitaire parce qu'il regroupe des professeurs et des étudiants de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. C'est un centre multidisciplinaire parce que ses membres viennent à la fois de sciences politiques, d'histoire, de criminologie. Je rappelle aussi à ceux qui ne seraient pas au courant que le CEPSI organise régulièrement des événements publics comme celui d'aujourd'hui. Pour suivre nos activités, je vous invite à consulter notre site web dont vous trouverez l'adresse derrière moi. Enfin, je tiens à dire que le CEPSI est un membre de la grande famille du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Le CEPSI et le CERIUM mènent souvent des activités en commun et la conférence d'aujourd'hui est un autre bel exemple de ce que notre collaboration est capable de donner. Je voudrais donc remercier le directeur du CERIUM et son adjointe, Frédéric Méran, Michel Daniel, pour leur appui absolument indéfectible à l'organisation de cette conférence. Quelques mots sur le déroulement de la conférence elle-même. D'abord, comme je l'ai mentionné, le recteur va présenter M. Clark. Ensuite, M. Clark va faire un exposé d'environ 30 ou 40 minutes, et puis son exposé sera suivi par une période de questions d'environ 30 ou 40 minutes. Avant de passer la parole au recteur, je voudrais tout simplement remercier M. Clark d'avoir accepté l'invitation du CEPSI, et je voudrais souligner aussi la présence dans l'assistance de M. Alan Sullivan, qui est un grand expert de la politique étrangère canadienne qui a occupé plusieurs postes seniors au ministère des Affaires étrangères et qui a eu la gentillesse aujourd'hui d'accompagner M. Joe Clark dans sa visite à l'Université de Montréal. Et donc, sans plus attendre, je demanderai à M. Breton de bien vouloir dire quelques mots de bienvenue à l'intention de notre conférencier. M. Breton. Monsieur le très honorable Joe Clark, M. Sullivan, M. Jean-Philippe Thérien, Monsieur le consul, distingués invités, chers étudiants, chers collègues, bonjour, bienvenue à l'Université de Montréal. À l'aube de cette nouvelle saison du CEPSI, je tiens d'abord à exprimer aux artisans du CEPSI, professeurs, chercheurs, étudiants, toute la reconnaissance de l'Université de Montréal pour le travail admirable que vous faites en partenariat avec nos amis de l'Université McGill. Je remercie et salue également les membres du CERIUM auquel est affilié le CEPSI. Le CERIUM célèbre son 10e anniversaire cette année et démontre une vitalité toujours renouvelée. Après l'été 2014 que nous venons de vivre, été traumatisant dans l'actualité internationale, je suis très, très heureux de vous savoir aux aguets. Nouvel embrasement israélo-palestinien, crise ukrainienne,
ce califat moyenâgeux de l'État islamique, la Libye qui se réenfonce, ces guerres oubliées qui se poursuivent un peu partout sur le globe, en particulier sur le continent africain. Nous avons besoin de vous pour y voir clair. Nous avons besoin de vous pour comprendre les causes de ces phénomènes, pour décortiquer les menaces qui pèsent sur nous, pour envisager la manière dont nous pouvons aider. Merci à vous tous d'être là. Merci d'avoir cette profondeur et ce rayonnement qui vous permet d'associer à vos réflexions des personnalités de marque, comme notre conférencier d'aujourd'hui. M. Clark a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1972. Il est devenu le chef du Parti progressiste conservateur rapidement, 4 ans plus tard, en 1976. 3 ans plus tard, en 1979, il est devenu, à 39 ans, le plus jeune premier ministre de l'histoire du Canada. Le plus jeune premier ministre. En 1984, Brian Mulroney, alors premier ministre, en fait son ministre des Affaires étrangères. C'était donc il y a 30 ans, à peu près jour pour jour. Mais les années passent, le temps passe, mais le fait demeure. On dit encore de M. Clark qu'il a été le ministre des Affaires étrangères le plus compétent que le Canada n'ait jamais eu. C'est d'ailleurs un euphémisme de dire qu'il a laissé sa marque. Il a enjoint le monde à secourir l'Éthiopie, confrontée à la famine. Il a lancé la contestation internationale de l'apartheid, malgré l'opposition de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Il fallait le faire. Il s'est opposé à l'intervention américaine au Nicaragua. Il a même fait un pied de nez aux Américains. En effet, il a accueilli au Canada des réfugiés d'El Salvador et du Guatemala, alors que les régimes en question étaient en place dans ces pays étaient soutenus par Washington. Mais sa crédibilité était telle que même avec ses réserves par rapport à la politique américaine, on ne lui en a pas tenu rigueur et sa participation aux négociations pour le traité de libre-échange canado-américain se sont conclues de façon positive. Et il faut être conscient que cet accord de libre-échange est quand même un déclencheur de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il aura hissé littéralement la diplomatie canadienne à un sommet d'influence inégalé. Sa voix résonne encore fortement dans de nombreuses organisations internationales, fondations et universités. Sur une note plus personnelle, M. Clark est quelqu'un qui se soucie du bien-être des gens. Il se soucie de l'autre. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue, il ne peut pas s'en souvenir. Je ne pense pas qu'il s'en souvienne. J'étais dans l'avion, je revenais de Toronto vers Montréal, et la personne assise en avant de moi, c'était Joe Clark. Moi, je l'avais reconnu. Ça ne m'arrive jamais, mais je me mets à saigner du nez. Je saignais. M. Clark s'est levé, a vu que j'avais des problèmes, a pris son mouchoir et me l'a donné. Moi qui suis médecin, me faire soigner par un politicien, c'est exceptionnel et mémorable. Alors, M. Clark, c'est un honneur de vous accueillir à l'Université de Montréal, surtout un 11 septembre, en 9/11. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs, le très honorable Joe Clark. Merci beaucoup. Je n'ai jamais récupéré. Non, merci beaucoup. Ça vient être pris comme une contribution à l'Université de Montréal. Je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui et apprécier beaucoup l'invitation. Ce sera une expérience pour vous tous de comprendre le français prononcé par moi, parce que je suis un peu original dans certaines de mes prononciations. J'ai un texte, mais
Le problème avec le texte, et ça a aussi été écrit par moi. Et on ne sait jamais ce que serait ici. Je suis heureux de voir tout le monde ici, mais en particulier, je dois dire que je suis heureux d'avoir plusieurs des diplomates, les anciens diplomates canadiens qui ont travaillé avant et après et durant la période quand j'étais là. J'ai un grand respect pour eux et pour leur profession et j'apprécie beaucoup leur présence ici. C'est un peu pour vous, pour les étudiants ici, c'est un peu comme d'être dans une classe où il y a toujours quelqu'un qui peut prendre les petites notes et suggérer les corrections plus tard. Mais je vous attends et merci. Chaque année, 10 nations d'Asie du Sud-Ouest se rencontrent pour discuter de la situation dans leur région et de leur position sur les questions internationales. Ces nations constituent l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'ANAS, mieux connue sous son acronyme anglais, l'ASEAN. Depuis 1977, le Canada fait partie d'un petit groupe de pays étrangers que l'association a invité à son sommet annuel en tant que partenaire de dialogue. J'étais ministre à l'époque où il n'y avait que 6 membres, Brunei, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. En 1990, comme le Canada était un partenaire de dialogue, j'avais déjà été invité dans chacun des 6 pays membres. Les ministres de ces 6 pays s'étaient tous rendus à New York en septembre pour l'Assemblée annuelle des Nations Unies, qui finissait juste avant Action de grâce canadienne. J'ai donc invité mes 6 collègues de l'ANAS à visiter le Canada sur leur chemin de retour pour 2 jours de rencontre à Jasper, ce magnifique parc des Rocheuses qui se trouvait incidemment dans ma circonscription. Cette année-là, comme aujourd'hui, l'Alberta devait célébrer l'Action de grâce en pleine tempête de neige, qui a paralysé l'aéroport Hinton où nous devions atterrir. Mais les Rocheuses sont imprévisibles et les premières chutes de neige avaient épargné l'autoroute Banff-Jasper. Donc, nous avons atterri à Calgary, loué un autobus Brewster et pris la route de Jasper. Au champ de glace Columbia, nous avons été rejoints par la tempête de neige. Son Altesse royale, Mohammed Bolkiah, frère du sultan du Brunei, était alors ministre des Affaires étrangères de son pays. J'ai lui dit, Votre Altesse royale, c'est sans doute la première fois que vous êtes pris dans une tempête de neige. Le ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, le regretté Ali Alatas, a alors dit, c'est la première fois que son Altesse royale monte à bord d'un autobus. Il y a une raison pour cette petite histoire, parce que nous avons tous un autobus qu'il nous reste à prendre. Nous voyons le monde selon nos propres perspectives, qu'elles soient marquées par nos privilèges, par notre manque d'intérêt pour les gens et les événements qui se trouvent hors de notre champ de vision, ou par le dénuement extrême et le désespoir. Ceux et celles entre nous
qui voyagent à bord d'autobus relativement confortables sur des chemins connus, sous-estiment souvent le désespoir des peuples un peu partout sur la planète, littéralement chaque jour, pour trouver dans les zones en conflit ou donner un avenir à leurs enfants. Même ici au Canada, nous n'avons aucune idée des difficultés que vivent les sans-abri ou souvent les autochtones. C'est un travers auquel on succombe facilement. Dans mon livre, je peux dire mes livres parce qu'il y a une version en français et une version en anglais, mais plus ou moins la même chose. Dans mes livres, je fais l'argument que le Canada est un pays incontestablement international, un des pays les plus internationaux du monde. C'est grâce au commerce international, c'est grâce à notre population. Nous ne sommes plus isolés comme du passé. Mais au moment de la Confédération, personne ne s'attendait à ce que le Canada exerce une influence indépendante sur les relations internationales. À l'époque, le Canada se voyait davantage comme une colonie que comme une nation. Et nos ambitions territoriales se limitaient à occuper notre propre vaste espace de nation à l'autre. Nous avons joué aucun rôle dans le monde et pendant longtemps, ni avons osé aspirer. Ma prémisse dans mes livres est que le Canada a pris son essor dans le nouveau monde né après la Seconde Guerre mondiale. Les forces armées pendant la guerre se sont battues vaillamment, de façon impressionnante, et la participation du Canada dans la prise de décision stratégique des Alliés est allée en grandissant à mesure qu'avançait la guerre. Nous étions devenus un partenaire à la capacité et l'influence importante, capable de jouer un rôle accru dans l'après-guerre, une période au début de laquelle une grande partie de l'Europe et de l'Asie n'était que champ de ruines. En 1945, l'état de notre propre économie s'était grandement amélioré et notre capacité générale s'était multipliée. En outre, la dynamique des relations internationales avait changé et s'appliquant désormais à reconstruire des régions dévastées par la guerre ou à mettre en place des mécanismes de coopération. Alors que les 6 années de guerre avaient causé bien de ravages, la seconde moitié de la décennie fut témoin de l'émergence d'institutions internationales qui développent jusqu'à la fin du XXe siècle. Ces réformes furent souvent pilotées par les grandes puissances, mais un nombre de Canadiens jouaient un rôle important dans les négociations et les accords. C'est bon de citer les noms parce que ce n'est pas impersonnel. John Humphrey, du Nouveau-Brunswick, professeur à l'Université McGill, fut le principal auteur de la Déclaration des droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en décembre 1948. Dana Wilgres, un homme pas du tout bien connu, de Vancouver, agent commercial du Canada, diplomate, ambassadeur, occupait la présidence des partis prenant du GATT, l'accord général de les tarifs douaniers et le commerce. C'était la première fois qu'il y eut une base des règlements pour le commerce international.
Et c'était un Canadien, pas par hasard, qui a été choisi de présider ces discussions importantes. Louis Saint-Laurent, cette grande anglophone. Louis Saint-Laurent rédigea la Déclaration de Londres, qui a donné naissance au Commonwealth et dessous l'Empire britannique. Lester Pearson fit partie des 3 sages de l'OTAN, l'Alliance de sécurité. Et plus tard, le Canada a été le principal architecte du rôle de maintien de la paix des Nations Unies. Dans les 60 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la politique étrangère de notre pays était belle et bien canadienne et non partisane. C'est important à souligner maintenant, parce qu'il y a eu un esprit dans lequel les Canadiens ont agi, qui était reflété par les premiers ministres, les ministres, les gouvernements libéraux, et comme les premiers ministres, les gouvernements progressistes conservateurs. Je note dans le livre, dans mes livres, que la première fois j'avais assisté à une réunion du Commonwealth en Zambie, après la première, juste après mon élection, M. Trudeau était supposé d'être le Premier ministre en Zambie pour la réunion du Commonwealth, mais something funny happened to him on the way to the conference, et j'étais là dans sa place, et j'ai fait mes interventions, les interventions canadiennes, et le président de cette réunion, le président Kaunda de Zambie, ont dit après, mais M. Clark, je suis surpris, vos commentaires sont beaucoup comme les commentaires de M. Trudeau. Et j'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes de la même pays. Nous sommes du même pays. Et c'est important à stipuler maintenant, peut-être je suis un peu partisan en disant ça, parce que je crois que souvent on pense que les politiques suivies aujourd'hui par un gouvernement qui a une partie de normes de la mienne et presque aucune autre semblance, et ça peut cause personne penser que peut-être c'était une tradition différente. La tradition était la tradition des 2 partis poursuivre dans une base bipartisane, avec certaines exceptions, bien sûr, mais bipartisane pour une longue période de temps. Ça, ce n'est pas juste une question des partis. Ça veut dire que c'était la politique du pays. Et c'était une politique qui a suscité un grand consensus au travers du pays. Ça, c'était la période après le premier Nouveau Monde. Le Nouveau Monde créé par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On observe maintenant l'événement d'un autre Nouveau Monde. L'année 1989 a vu tomber 2 murs gigantesques, ce qui allait changer profondément l'ordre du monde. Le plus connu est le mur de Berlin, qui séparait Berlin-Ouest de l'Allemagne de l'Est. C'était le symbole par excellence de la guerre froide, qui a dominé les relations internationales pendant plus de 4 décennies. Mais il y avait un autre mur que personne n'avait remarqué jusqu'à ce que l'événement de l'Internet le fasse tomber, instaurant un nouvel âge où l'information circule instantanément et atteint les 4 coins de la planète. Quelle coïncidence d'événements révolutionnaires en à peine 8 mois, chute d'un mur concret qui symbolisait l'oppression par les États, mais aussi effacement d'un mur mental qui allait donner libre cours à l'expression individuelle. Pris ensemble, ces percées ont profondément transformé la vie des gens, la nature de l'économie mondiale,
la capacité de sortir près d'1 milliard de personnes de l'extrême pauvreté et les dynamiques qui gouvernent traditionnellement la politique étrangère. Le changement le plus profond sera toutefois psychologique. Partout sur la planète, les gens se sentaient soudain libres, ont commencé à agir plus indépendamment sur le plan tant individuel que collectif et à imaginer un avenir auquel ils n'osent pas aspirer jusqu'à-là. Les dynamiques de leadership changent car le monde change. Certains de ces changements sont tout particulièrement importants, je crois, pour le Canada, et je vais les lister. Premièrement, de nos jours, les conflits découlent moins souvent de l'idéologie et plus souvent des différences culturelles. Deuxièmement, l'importance grandissante de soft power, ou pouvoir de convaincre. Troisièmement, l'influence nouvelle des acteurs non étatiques. Et finalement, la fin de l'ère des superpuissances et la nécessité d'un leadership axé sur la collaboration. Pour élaborer, en ce qui concerne le conflit, la guerre froide reposait sur l'idéologie. De nos jours, nombre de conflits qui menacent les vies et l'ordre prennent racine dans un sentiment plus élémentaire, la peur que nourrissent certains groupes et la menace qu'ils sentent passer sur leurs valeurs ou leur identité. Cette peur, assez vieille que l'humanité, peut se raviver plus facilement à une époque où l'information voyage instantanément et diffuse les diverses pratiques sociales, ébranlant les croyances les plus sacrées, créant de nouvelles aspirations, stimulant la colère, inspirant l'anxiété et la tension. Dans un tel monde, il faut savoir rassembler les identités en conflit, réconcilier les ennemis et chercher patiemment les terrains d'entente suffisants pour bâtir la confiance et encourager la collaboration. Aucune nation n'est mieux placée pour ce faire que le Canada, bien sûr avec nos partenaires. Soft power. En 1990, Joseph Nye, professeur à Harvard, a invité l'expression soft power, souvent traduit par pouvoir de convaincre. Aujourd'hui, le pouvoir de convaincre s'avère souvent plus efficace que le pouvoir de contraindre par les armes. Depuis la guerre de Vietnam, et plus récemment, le conflit en Afghanistan, on sait qu'il est pratiquement impossible de gagner la guerre par des voies strictement militaires. Plus bien que d'autres nations, le Canada possède les étus d'une puissance ayant le pouvoir de contraindre par la force mesurable de ses richesses naturelles et de sa puissance militaire, mais il a aussi le pouvoir de convaincre grâce à sa capacité à gérer la diversité, à sa réputation d'interlocuteur de confiance et sa capacité de concilier les parties en conflit. Si le Canada continue de ne privilégier que la croissance économique et la puissance militaire qui relèvent toutes deux du pouvoir de contraindre, et s'il néglige son pouvoir de convaincre, sa position dans le monde ne pourra
que diminuer. Les acteurs non étatiques. Les relations internationales ne sont plus dominées par une poignée de puissance et d'empire. Des nouvelles forces émergent, indépendantes des gouvernements et parfois aussi puissantes qu'eux, mais libres de tout cadre officiel. À une époque où le cynisme et les échecs ébranlent l'autorité des institutions traditionnelles, leur influence ne fait que croître. Au cours de la dernière décennie, par exemple, Greenpeace a eu plus de résonance internationale que la plupart des gouvernements nationaux. La fondation Gates est plus novatrice. Le Bangladesh Rural Advancement Committee, BRAC, implanté au Bangladesh, mais aussi au Soudan, en Somalie et dans bien d'autres régions en crise, emploie quelques 120 000 personnes dans les champs, dont la plupart sont des femmes. La grande majorité des acteurs non étatiques représentent des forces positives pour le changement. Oxfam, le mouvement écologiste, Amnesty International, Transparency International et des milliers d'autres. Ce qui les acteurs non étatiques manquent, cependant, c'est l'autorité de changer les règles. Ils fournissent l'imagination dont a besoin le monde, mais seuls les États-nations ont le mandat et le pouvoir de changer les lois, les règlements et les dispositions des traités. De plus en plus, il importe d'allier mandat et imagination. Le Canada est l'un des rares pays qui jouait d'une assez grande confiance et qui a démontré sa volonté et sa capacité à former des partenariats autour d'objectifs spécifiques avec des acteurs non étatiques. Les exemples ne manquent pas. Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, la campagne anti-apartheid, accord sur le diamant de la guerre, réponse aux famines et aux catastrophes, et bien plus encore. Finalement, I want to speak about leading from beside, leadership par d'accompagnement. En mars 2011, tandis que les conflits internes s'intensifient en Libye, la Grande-Bretagne et la France ont offert de diriger la réponse autorisée par les Nations Unies. Les États-Unis ont accepté, mais n'ont soutenu la résolution qu'une fois que, et je cite, l'initiative des Nations Unies a reçu l'appui de la Ligue arabe. Un porte-parole de la Maison-Blanche, quelqu'un jamais nommé, a décrit les actions américaines en Libye comme une façon de diriger en arrière-plan. Ces mots exacts étaient « lead from behind ». Les commentateurs conservateurs aux États-Unis ont été outrés. Le président Obama a compris que diriger en arrière-plan ne passerait pas le test de la testostérone et il s'est hâte de désavouer le terme. Mais, si le mot a été maladroit, les faits sont pourtant indiscutables. Tandis que le pouvoir se disperse dans le monde, de même la capacité de diriger s'amoindrit. Dans presque tous les cas, pour être efficace, le leadership devrait être partagé.
non seulement entre États, mais avec d'autres entités, et souvent avec les citoyens eux-mêmes. Pour toute nation, dans pratiquement tout conflit, on devra faire preuve d'un leadership d'accompagnement qui combinera les atouts de partenaires désireux d'atteindre un objectif commun. Cette notion de leadership d'accompagnement est cruciale pour le Canada et sa population. La coopération est une pratique typiquement canadienne et même, je peux dire, un instinct pour nous. C'est en coopérant que nous affrontons les obstacles tant ici qu'à l'étranger. À l'international, cette attitude a inspiré notre engagement pour le développement des institutions multilatérales. Elle est également au cours de la notion de maintien de la paix dont le Canada s'est fait le champion et qu'il a mis à exécution après la crise du canal de Suez. Cette mentalité est encore plus pertinente aujourd'hui. L'influence du Canada peut s'étendre grâce aux alliances conclues. Nous pouvons mettre à profit le rôle que nous jouons aux Nations Unies, au G20, à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, et au sein d'autres alliances. Nous devrions cependant nouer d'autres partenariats avec les autres États-nations et les acteurs non étatiques qui pourraient améliorer notre capacité à anticiper et à gérer les conflits meurtriers. À imaginer de nouvelles réponses aux tensions profondément enracinées et aux défis qui hantent le monde moderne. Si le Canada voulait moderniser et élargir ses alliances, avec quelle nation conclurait-il de nouveaux partenariats? 3 critères s'imposent d'emblée. Premièrement, les nations tournées vers l'avenir et ouvertes sur le monde, désireuses d'embrasser sérieusement un monde en pleine mutation. Deuxièmement, des nations novatrices et aptes à trouver des solutions sur le front intérieur, mais aussi dans leur vision du monde. Et troisièmement, des nations que leur richesse, leur situation géographique, leur composition culturelle et leur histoire utilisent bien pour comprendre nouvelles sources de conflits et s'y attaquer. Une liste de dates susceptibles de valoriser ce genre d'alliance pourrait commencer par la Norvège, la Suède et d'autres nations scandinaves, l'Australie, l'Indonésie, un État en train de se moderniser, ancré dans le mouvement des non-alignés, membre du G20, abritant la population musulmane la plus importante au monde. Le Mexique, 11e économie en importance au monde, qui devrait se classer au 5e rang d'ici 2150. Ce pays s'est souvent érigé en chef de file en Amérique latine et il est déjà partenaire du Canada au sein de l'ALINA et d'organismes de développement régional. La Corée du Sud, le Ghana, modèle de réforme politique dans le monde en développement et novateur dans un continent en pleine mutation. La Turquie, économie en plein essor et poids lourd politique de sa région et du monde, société dynamique et active sur la scène internationale, possédant des liens culturels, sociaux et historiques avec les nouveaux États d'Asie centrale. Aujourd'hui, la politique que nous avons coutume d'appeler étrangère n'est pas un luxe, mais une nécessité.
un investissement dans notre capacité et celle des générations futures à vivre en paix et de façon productive. Ainsi, l'intérêt national du Canada et de toute autre nation moderne est désormais plus vaste car le monde est interdépendant. Au regard des turbulences qui ont marqué la dernière décennie, guerre en Irak, terrorisme, crise financière à répétition, changement climatique, conflits religieux grandissants, chute en Syrie de régimes autoritaires au Moyen-Orient, les compétences en matière de diplomatie, de gouvernance et de politique sont aussi nécessaires qu'une politique de défense ou de sécurité nationale, car elle est mieux à même d'empêcher que les conflits ne deviennent meurtriers. Une telle politique est aussi précieuse qu'une approche économique intelligente, à une époque où la simple croissance économique et le succès sur le plan matériel n'y garantissent nullement la stabilité et la justice sociale. Je suis désolé de dire que le texte est fini maintenant. Et j'apprécie votre intérêt et je serai ouvert pour vos questions. Et s'il y a des questions vraiment difficiles, il y a un panel des diplomates experts ici pour me rescuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous préférez répondre aux questions debout? Oui. Oui. Entendu. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Juste une seconde, peut-être, M. Clark, pour dire que, d'abord, merci infiniment pour cette présentation extrêmement riche et stimulante. M. Clark va répondre à un certain nombre de questions pendant peut-être une trentaine de minutes. Je voulais quand même, avant de lui donner la chance de répondre à vos questions, lui permettre de prendre une petite gorgée d'eau. Et puis aussi faire une annonce. M. Clark nous a parlé de ses livres. Alors, un de ses livres est en vente à la sortie de la salle. C'est la version française du livre dont il nous parle aujourd'hui, là, Agir de concert. Donc, je voulais juste mentionner cette chose-là pour que tout le monde soit au courant. Alors, écoutez, M. Clark, je vous demanderai peut-être de reprendre le podium, puisqu'apparemment, c'est la position que vous préférez. Pour les questions, je demanderai évidemment à ceux qui veulent en poser de s'avancer vers le micro là, qui est au centre de la salle. Je vous prierai de poser vos questions d'une façon aussi brève que possible, de façon à ce que un maximum de personnes puissent avoir la chance de parler avec M. Clark. Alors, je demande peut-être au premier intervenant de poser sa question. J'espère que les diplomates prennent des notes ici. J'ai trouvé votre conférence très intéressante. Ça m'a donné un aperçu sur la diplomatie canadienne que je n'avais pas. Vous semblez sous-entendre que la politique étrangère canadienne a changé relativement à la politique étrangère traditionnelle. En quoi elle a changé? Je crois que la place à commencer à répondre à cette question était il n'y a pas vraiment un intérêt dans la coopération avec les autres chez le gouvernement canadien, ni la collaboration. Malheureusement, c'est une caractéristique qui définit aussi la politique nationale. Il n'y a pas eu les conférences des premiers ministres, il n'y a pas eu des commissions royales d'enquête, il n'y a pas eu les autres actions de coopération qui étaient second nature pour les Canadiens du passé. Mais au niveau international, juste pour prendre des exemples, je ne peux pas me souvenir de notre époque quand il y a eu une relation moins fructueuse entre un président américain et un premier ministre canadien.
il y a eu toujours les graves conflits, les conflits importants, mais il y a eu au moins une priorité et une relation. Ça ne semble pas d'exister maintenant. Et en fait, c'est difficile de savoir avec qui, peut-être l'Australie, peut-être certains d'autres, avec qui le gouvernement du Canada possède les relations comme ça. Aussi, je crois qu'ils ne sont vraiment pas intéressés par les discussions multilatérales. Pour la première fois dans plusieurs années, le Premier ministre sera présent aux Nations Unies, mais leur attitude en ce qui concerne les Nations Unies était négative et écouter le Canada en passant, je crois, importe un point en ce qui concerne la coopération des autres pays. Il y a aussi une tendance chez le gouvernement actuel de parler fortement et agir lentement, agir légèrement. Je crois que la réaction en ce qui concerne l'Ukraine en était un autre exemple. Mais il y en a plusieurs. Et pour moi, c'était un changement assez profond. Je dois dire que une des, je crois, erreurs que le gouvernement a fait en commençant était la relation avec la Chine. Et ça avait causé des problèmes importants pour le Canada. Et c'est une relation difficile, aucune question. Mais le Premier ministre mérite crédit parce que c'est lui qui a décidé que c'était une approche non productive et que c'est lui qui a changé les relations. Mais souvent, il n'y a pas eu cette sorte d'approche. Il y a une autre chose. C'est souvent le cas qu'une personne devienne un premier ministre ou un ministre sans une grande connaissance du monde. Ça arrive souvent. C'est une partie de notre système électoral. Souvent, les partis formés en opposition ont une expérience assez limitée avec le reste du monde. Et dans la plupart des cas, il y a eu des exceptions. Je crois que les nouveaux gouvernements ont pris l'avis des personnes qui ont eu beaucoup plus d'expérience. Et certainement, dans mon cas, j'en ai appris beaucoup. J'aurais regretté toujours que j'avais dit qu'avant, j'ai fait ma première conférence de presse comme Premier ministre en ce qui concerne la question de notre ambassade en Israël. Je regrette que je n'avais pas consulté plus étroitement mes diplomates. Mais c'est un problème qui est réparé par la plupart des gouvernements. Je crois que la fonction publique, nos diplomates professionnels, ne sont pas consultés adéquatement ou du tout dans plusieurs questions importantes. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas une continuité, qu'il n'y aura pas une connaissance courante. Et finalement, leur attitude envers les pays qui ne sont pas comme nous continue d'être surprenante. J'ai cité dans mon livre un commentaire que le Premier ministre a fait au Congo quand il était là pour la conférence de la francophonie. Et je peux comprendre après une longue conférence, un Premier ministre devient fatigué et peut dire les choses qu'il n'a pas sans peut-être penser. Mais l'autre chose, quand on est fatigué, est qu'on dit qu'on pense. Et ce qu'il avait dit à l'époque, et dans la francophonie, il avait dit, dans l'avenir, nous devons avoir les conférences de la francophonie seulement dans les pays
avec les systèmes démocratiques. Ça exclut une grande partie de la francophonie. Et ça indique un manque de compréhension des défis fondamentaux qui existent dans plusieurs pays en développement. Plusieurs choses. Et peut-être qu'il y aura les changements. J'ai parlé hier, avant-hier, avec quelqu'un qui a dit pour la première fois, il y a eu une autre consultation entre les organisations non gouvernementales et le gouvernement en ce qui concerne la coopération. Mais ça, c'est nouveau. Et je ne sais pas la raison ou la durée de ce changement. La prochaine réponse sera plus courte. Bonjour. Bonjour, Éric Lefrançois, sciences politiques, étudiant HD. Les autres n'ont pas dit, là, bon, donc peut-être bien mieux. C'est intéressant, vous avez parlé beaucoup des anecdotes, des choses que vous avez vécues comme premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères. Nous, en sciences politiques, souvent, on a tendance à chercher des explications dans des grandes variables, des enjeux sociétals, etc. Vous avez vécu de premier plan ce que c'est être dans l'action, si vous voulez, si on peut dire. Ma question, c'est à quel point, selon vous, les relations interpersonnelles qu'un premier ministre, qu'un ministre des Affaires étrangères a avec ses collègues des autres pays, puis des organisations internationales, est important dans, finalement, le déroulement de la politique internationale? Je crois qu'ils sont importants. Probablement pas la chose la plus importante, mais les relations personnelles assez fortes sont les moyens de véhiculer les perspectives sur les questions où il n'y a pas les accords. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas chaque chef de gouvernement qui est un réuni avec une facilité pour les relations avec les autres, mais c'est essentiel d'établir cette relation. Mais c'est important de dire que la diplomatie n'est beaucoup plus que les relations personnelles. Les relations personnelles sont importantes, mais il y a aussi les questions beaucoup plus complexes. Monsieur Sullivan, l'ambassadeur Sullivan, l'ancien diplomate, l'ancien ambassadeur, Monsieur Sullivan, qui, à ma direction, quand il était en vacances, a pris direction de négociation en ce qui concerne la Cambodge, a parlé d'un cours plus tôt aujourd'hui, de la complexité de ces négociations. Et la complexité et la réalité, et bien sûr, les relations personnelles peuvent être valables, mais elles ne sont pas seules, elles ne sont pas adéquates seules. L'Université de Montréal est beaucoup plus polie que l'Université de l'Alberta. Bonjour, donc Bonjour. Thibaut Temerman, je suis en maîtrise en affaires publiques internationales ici à l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour votre conférence très inspirante. J'ai noté que parmi les partenaires possibles pour le Canada, vous n'avez cité ni l'Union européenne, ni aucun des pays de l'Union européenne. Pourtant, peut-être qu'un traité de libre-échange va être prochainement signé entre le Canada et l'Union européenne. Il y aura peut-être même un volet de sécurité dans cet accord. Et par conséquent, je voulais savoir comment vous percevez les relations entre le Canada et l'Union et les pays de l'Union européenne, et surtout, est-ce que ces relations sont de nature à agir de concert dans ce monde? Nous avons des relations avec les pays européens, certaines relations profondes et longues. Et ce que j'avais essayé de faire était d'identifier des pays qui sera susceptible et valable avec les nouveaux alliances. Je crois qu'en réalité, et que le monde dont on travaille a beaucoup changé. Il y a eu une période quand il n'y a pas aucun allié pour le Canada. Le premier sous-ministre aux Affaires extérieures a dit que foreign policy begins at the fence lines. Ça veut dire
que la seule chose importante est la relation avec notre voisin immédiat. Ça avait changé. Pour une longue période de temps, notre relation internationale, notre deux relations internationales primordiales étaient avec les États-Unis et avec l'Europe. Et il y a une grande valeur, il y a eu une grande valeur, ça continue. J'ai fait un discours l'autre jour à Niagara Falls avec les Américains dans la foule, et j'ai dit qu'en fait, il y a une différence profonde entre les fondements du pays d'Amérique du Nord. Les États-Unis ont été fondés pour quitter, pour abandonner l'Europe. Le Canada a été fondé pour transplanter les valeurs canadiennes dans un terrain plus attirant. Ça, c'est une différence profonde. Et je crois que les liens que nous avons avec plusieurs pays de l'Europe va rester important et la relation importante. Mais la chose essentielle est qu'il y a maintenant d'autres joueurs dans le parti. Et nous devons identifier parmi eux ceux qui peuvent être les alliés les plus efficaces. Monsieur Clark, mon nom est Patricia Phillip. Je voudrais vous poser la question en ce qui concerne le rôle potentiel pour le Canada de devenir membre du Conseil de sécurité ONU. Et je me demande si on a vraiment besoin de peut-être revoir quel est le rôle primordial de ce comité. Avec le droit de veto, ça tombe toujours à l'eau, les projets, les possibilités d'intervenir ou agir en collaboration avec les autres pays. Alors, deux questions, s'il vous plaît, à répondre. La deuxième en première. Oui, c'est important de considérer les changements dans la composition des pouvoirs de la Conseil de sécurité. Les considérer, c'est une chose, de réaliser, c'est une autre. Et Louise Fréchette est beaucoup plus experte que moi sur ces questions. Mais, et je crois qu'un mandat important pour le Canada, s'il y a un changement de direction dans notre gouvernement, sera de ressusciter notre position aux Nations Unies. Mais en ce processus, ce ne sera pas dans ce processus, l'échange, il y a une priorité plus facile à réaliser que le changement de la Conseil de sécurité. Si l'occasion de servir, d'être membre du Conseil de sécurité présente encore, oui, je crois que le Canada a toujours, quand il était là, joué un rôle positif, et je crois que c'était un grand avantage pour le Canada d'être là. Mais on ne peut pas prendre une élection pour acquis. Yes, finalement. Non, pas finalement, excuse. Non. Mais finalement. Merci beaucoup, M. Clark, pour votre conférence. Je m'appelle David Murray, je suis professeur au département d'histoire. Donc, je suis orienté vers le passé, mais avec un œil vers l'actualité. Donc, j'ai écouté au discours de M. Obama hier soir à propos de la question du nouveau conflit en Irak. Et je remarque le fait que vous étiez le secrétaire d'État aux Affaires étrangères au moment du déclenchement de la première guerre en Irak en 1991. Donc je me demande si vous avez, si vous pouvez nous fournir un certain aperçu sur les parallèles ou peut-être les différences entre la situation en Irak aujourd'hui et la situation au moment de la participation canadienne en Irak en 1991, parce que c'est certain que le Premier ministre actuel est quelqu'un qui
voulez que le Canada participe à la guerre en Irak en 2003. Donc, vos réactions à propos de la participation canadienne en Irak maintenant. Merci. Si je comprends bien ce que le président a dit hier soir, il essaie de rassembler un groupe des pays qui peuvent être partie d'une action. Et j'imagine que si c'est possible d'avoir l'autorité du Conseil de sécurité, ce sera souhaitable du perspective du président des États-Unis. Il y a, je crois qu'il pense, et malheureusement, j'étais en train d'écrire my masterpiece hier soir et je n'ai pas vu la déclaration du président. Mais j'imagine qu'il sens un sens d'urgence qui existe avec l'ISIL et je ne sais pas, je ne sais pas si la question est sous considération aux Nations Unies. You know? Non, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a une urgence ici. Mais la première question, de rassembler un groupe de personnes, ça c'était le cas en ce qui concerne Koweït. Il y a eu un vrai effort d'assurer qu'il y aura un partenariat assez vaste. En ce qui concerne aujourd'hui, encore je n'ai pas vu le discours du président. Je trouve, et je suis des fois, peut-être c'est une erreur, je trouve ISIL, l'État islamique maintenant, une menace d'une espèce particulière et dangereuse. Et pour moi, ce n'est pas une question morale. Je regrette que le ministre canadien a parlé d'une question morale. Il parle souvent des questions morales. Mais ici, c'est une menace. Et c'est réel et c'est contagieux. Is that right? Contagieux. Et je crois que dans les circonstances, c'est important pour les pays qui cherchent une certaine stabilité sont partis d'une réponse. Okay. Merci. Merci, cher honorable, de votre brillante intervention. Je suis Abel Bli, 3e cycle sciences politiques de l'Université de Montréal. Et vous avez dit ceci, que les conflits actuels découlent moins de l'idéologie et plus souvent de la différence culturelle. Et vous avez raison, puisqu'aujourd'hui, le nombre de conflits intra-étatiques va en grandissant. Vous avez pris l'exemple de la Libye et puis de l'Irak aussi et de bien d'autres pays. Mais ce que je veux savoir, quelle est votre vision aujourd'hui quant à l'issue heureuse de ces conflits? Est-ce que vous avez une vision positive, je veux dire optimiste quant à la résolution de ces conflits, ou bien vous êtes plutôt pessimiste? J'essaie toujours d'être optimiste. Mais c'est difficile dans ce cas aujourd'hui. Peut-être je peux répondre en soulignant les menaces qui existent pour nous tous si cette tendance continue. Premièrement, il y a une menace ici au Canada. Nous sommes un pays, premièrement parce que j'étais un politicien domestique en premier lieu, je pense. Mais nous avons établi un système de respect mutuel qui est devenu la définition de notre pays. On ne peut pas prétendre que ça va rester toujours. Et je crois qu'il y a que si le sentiment des nationalismes dans les pays d'origine de plusieurs de nos citoyens continue d'être aggravé, il y aura les implications au Canada. Ça, c'est une réponse domestique. Je regrette en passant la disparition d'une organisation appelée en anglais the Canadian Council of Christians and Jews. Ça n'existe plus.
Et je crois qu'une nouvelle organisation, peut-être appelée la Canadian Council of Christians and Muslims and Jews, devient de plus en plus important ici. Mais nous avons eu les mécanismes de réconciliation dans notre société. Et je crois que plusieurs parmi eux commencent à détériorer. Mais au niveau international, j'ai peur que le nationalisme, qui est le moteur de M. Poutine en russe. Yeah, I was always worried about how I pronounce that word in French. Somebody will think I'm Rick Mercer. Il a évoqué un nationalisme qui, premièrement, sera difficile, je crois, pour lui de contraindre. Mais deuxièmement, c'est un exemple, un mauvais exemple, pas seulement pour les voisins de la Russie maintenant, mais c'est une menace pour eux aussi, mais plus généralement pour les personnes pour les sociétés qui ont essayé de encourager les personnes de vivre ensemble et pas de trouver les moyens d'aller dans les directions différentes. Et il y a plusieurs sociétés où la tendance vers où les influences d'identité particulières sont presque si fortes que les tendances de respecter une communauté. Et si les exemples continuent d'une sorte de séparation de cette espèce, ça peut encore devenir contagieux et dangereux pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'une part, je crois que même si plusieurs programmes de développement international n'ont pas le succès souhaité, je crois qu'on doit donner une plus grande priorité internationalement et au Canada aux questions efficaces du développement international. On ne peut pas ignorer la question de la pauvreté. Une des choses qui me frappe dans l'Afrique de l'Ouest est que la réaction des personnes, ce n'est pas juste Ebola qui est une menace, c'est la peur qui crée le comportement vraiment difficile, dangereux dans ces régions. Et pourquoi? Parce que certaines de ces communautés-là sont les sociétés d'une profonde pauvreté. Et l'investissement, le secteur privé ne sera pas intéressé de faire quelque chose dans certains de ces pays. En effet, ils sont des orphelines de notre système maintenant. Et ça doit changer. L'autre chose est qu'on doit trouver les moyens quand j'ai discuté aujourd'hui, d'augmenter la soft power capacity du Canada et des autres. Parce que cette question de réconcilier, la réconciliation active est importante. Emmanuel Kagabo. Je suis consultant indépendant dans le domaine de la bonne gouvernance, de la paix et du développement pour renforcer la sécurité. Et puis j'ai un rapport que je suis en train de préparer pour le gouvernement, pour le Premier ministre, Stéphane Harper, le cabinet m'a orienté vers le ministre du Développement international et de la francophonie. Je devrais donner le rapport la semaine prochaine, mais on m'a dit non, il faut d'abord venir à cette conférence, donc je suis très heureux. Je viens d'Ottawa et l'information m'a été donnée par notre point focal de Bruxelles auprès de l'Union européenne. Donc vous voyez que c'est extrêmement important cette conférence. Alors, ma question concerne les valeurs. Ici au Québec, je sais que c'est très important. Alors, j'ai été consultant du processus de paix au Burundi depuis
1999, et puis après dans les grands lacs africains. Et le problème qu'on a trouvé, ce sont justement les valeurs. Et après, l'UNESCO m'a donné à travailler sur l'acte constitutif de l'UNESCO. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'elles doivent être élevées. La défense de la paix. J'y ai travaillé et je me suis rendu compte que sans valeur, on ne peut pas faire face aux défis qui sont devant nous. Quand Barack Obama a dit l'État islamique est un cancer, et puis, les études montrent que le cancer est très avancé et il faut une médicamentation exceptionnelle. Alors, comment est-ce que, comme le Canada fait face et partie prenante de ces 40 pays, je crois, qui doivent lutter, alors quelle est la place des valeurs? Parce qu'on se rend compte que l'Occident est piégé parce que ces États, comme l'Iran, travaillent corps, âme, esprit, puisque l'homme est corps, âme, esprit. Mais les États occidentaux et autres travaillent seulement corps et âme. Et dans mon rapport, je me rends compte qu'il ne sera pas possible de maîtriser la situation si on ne tient pas compte de cette dimension de l'âme. Et ce qui est bizarre, je m'excuse d'être un peu long, mais je suis tombé sur des études qui démontrent que c'est valable. C'est Jean-Émile Charot qui a fait des études sur la relativité complexe en intégrant le concept esprit dans la relativité générale d'Einstein. Et puis, on a trouvé tous les problèmes, 19 paramètres de l'univers qui n'avaient pas pu être trouvés. Donc, pour montrer que scientifiquement, ça a été prouvé, les 3 dimensions. C'est pourquoi l'Iran peut faire face à toute la communauté internationale, peut narguer toute la communauté internationale. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourra faire face à ce grand défi si on ne tient pas compte de cette dimension esprit? Je crois qu'il y a, j'imagine, je ne suis pas expert, personne ne m'a demandé de préparer un papier pour un ministre, mais j'imagine qu'il y a des circonstances où cette question d'esprit est importante, mais je doute que c'est une question générale. Je crois que dans plusieurs cas, les questions sont plus dans un sens quotidien et on doit faire face à eux, mais c'est tout ce que je peux dire. Bonjour. Jarvis, du Centre international de prévention de la criminalité. Vous avez parlé de... Oui? Oui. OK. Merci. Vous avez parlé du leadership from behind. Je me demandais justement qu'est-ce que ça implique le behind doors par rapport à donc, la création de nouvelles alliances. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Vous parlez un petit peu des alliances. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? Vous parliez des alliances au niveau économique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui sont reliés également à la sécurité? Et puis, au point de vue des acteurs non étatiques, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser donc, ces nouvelles alliances et ces formes de collaboration? Ça doit toucher beaucoup plus les questions beaucoup plus grandes que juste les questions économiques. Et je crois que en fait, un problème pratique pour l'idée de leadership from beside, en particulier pour la coopération avec les organisations non gouvernementales, et que la plupart de ces organisations sont non gouvernementales pour une raison. Il y a une question comment et souvent c'est une bonne raison. Il y a plusieurs cas où les organisations non gouvernementales ont été en anglais used, help me, what's used? Ont utilisé par les gouvernements pour miner en effet leur crédibilité. Mais je crois que
sans une alliance, deux choses. Sans une telle alliance, les gouvernements ne seront pas si efficaces que nécessaire. Sans une telle alliance, les organisations non étatiques ne seront pas si efficaces que nécessaire. Et ça veut dire que je crois qu'il y a une question pragmatique pour trouver comment trouver les moyens de coopération. En effet, cas par cas. Mais je crois que l'idée est les choses importantes. Encore, il y a plusieurs mes anciens collègues ici qui ont actuellement travaillé dans les négociations du passé, qui ont actuellement fait marcher un groupe des personnes, des intérêts différents vers une conclusion. Je crois que c'est probablement étape par étape. Mais in English, I would say my responses are becoming less crisp as the day goes on, mais on peut continuer. Ça va, je peux essayer de trouver mon énergie. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons assisté dernièrement à la réaction disproportionnée d'Israël face à la résistance palestinienne. Et puis, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'on peut toujours envisager une cohabitation harmonieuse entre ces deux pays dans cette région du monde? On doit. Je crois que tout le monde a pris des leçons de ces dernières semaines au Moyen-Orient. Plusieurs de mes amis juifs canadiens ont vraiment troublé par les développements là-bas. Et bien sûr, il y a une grande inquiétude de l'autre côté. Est-ce que c'est une motivation adéquate? Je ne sais pas, mais je doute que les personnes qui veulent avoir une répétition de cette réponse. Comment trouver le progrès? Ça, c'est difficile, mais vous avez posé la question si c'est possible. Je crois toujours que les choses sont possibles. Et encore, non, je crois que c'est possible, mais c'était décevant et dangereux ce que nous avons vu entre l'Israël et les Palestiniens. De Montréal. Si l'Amérique, les États-Unis n'est plus une grande superpuissance, dans quelle mesure, ma question peut-être, je ne sais trop comment dire, mais disons, d'autres grandes puissances en émergence pourraient-elles instrumentaliser une partie des problèmes actuels pour éventuellement prendre un leadership mondial à la place des États-Unis? Oui. Je ne crois pas qu'il y aura les superpuissances dans l'avenir que nous avons vu du passé. Et je crois que et la question vraiment touche la Chine, je crois. M. Poutine est une situation différente. Le président de la Russie, c'est une question différente. Parce que la Chine est plus puissante que la Russie, je crois. Et est vraiment profondément intégré dans certains systèmes mondiaux. Et je crois que dans la plupart des cas, il y a une appréciation de la valeur de cette participation, de leur rôle, de l'importance, même l'importance réputationnelle, l'importance de leur réputation comme partie d'un système mondial. Le système est
différent que le nôtre. Leurs assumptions sont différentes, je crois, souvent de le nôtre. Paul Evans, un professeur à l'Université de Colombie-Britannique, vient de publier un livre, Engaging China, qui trace les relations entre le Canada et la Chine pendant des années. Et sa recommandation est simplement que ça va prendre du temps, mais nous devons avoir un engagement pour apprendre mieux et peut-être d'influencer la Chine. En ce qui concerne les États-Unis, nous sommes, dans la nature du Canada, nous sommes plus internationalistes de mentalité que les États-Unis. Et pour eux, l'idée d'être autre, pour certains parmi eux, l'idée d'être autre que le plus puissant sera difficile d'accepter. Et peut-être c'est une question où, tranquillement, very quietly, ils ont besoin de leurs amis. Mais ce sera difficile ce sera difficile pour les Américains, ce sera difficile pour les amis des États-Unis pour leur réconciliation avec une réalité qui s'y s'en vient. Chose qui m'avait frappé, mes amis ont entendu avant, qui m'avait frappé comme ministre, était que je parle du Canada ici, la réputation du Canada était bien appréciée dans la plupart du monde. Mais en Asie, souvent, c'était difficile pour nous de trouver une identité spécifique. C'est plus facile d'être confié avec d'autres pays là-bas. Avec l'Europe, nous avons eu les relations traditionnelles et historiques. Ça veut dire que nous avons beaucoup, si nous voulons avoir un impact constructif sur la Chine, ça va prendre un grand travail pour nous, un vrai engagement. Est-ce qu'il y aura d'autres qui peuvent encourager la Chine d'agir dans un sens de leadership plus acceptable aux autres? Peut-être, mais souvent, les personnes qui peuvent donner ces conseils sont perçus comme les compétiteurs des Chinois. Et le conseil sera plus difficile d'accepter. J'ai certaines limites, moi. Je crois que probablement, même si j'étais capable, pendant la plupart de mes remarques, de cacher les limitations de mon français, je suis prêt à une certaine limite. J'apprécie beaucoup votre intérêt, vos questions, et en particulier l'intérêt que vous avez démontré quand les questions. Une chose que je peux dire, j'ai été frappé en ce qui concerne la réaction de mon livre. Et je ne peux pas prétendre que c'était une vaste réaction, mais c'était intéressant. Parce que une grande partie des lecteurs sont jeunes, une grande partie des lecteurs sont activistes par inclination, une grande partie sont optimistes en ce qui concerne le Canada. Je crois que peut-être le livre, quelqu'un a dit, juste après le livre a été publié, que la chose la plus importante pour elle était le ton aspirationnel, le ton d'aspiration du livre. Et je crois que ce sens d'aspiration, ce sens qu'on peut faire des changements est essentiel. C'était toujours essentiel pour le Canada et c'est essentiel pour le monde parce que c'est trop facile de penser que
que toutes les routes sont fermées. Et j'espère bien que mes livres, mais aussi les conversations que vous pouvez avoir, les actions que vous pouvez prendre, peut encourager cette sens d'aspiration. Merci. Permettez-moi de dire 2 mots quand même pour remercier notre conférencier. Dans votre exposé, M. Clark, vous avez fait allusion au soft power des États, que vous avez traduit par le pouvoir de convaincre. Et puis peut-être qu'on pourrait aussi parler du soft power des conférenciers et de leur pouvoir de convaincre. Et puis à ce propos-là, je pense que vous avez fait preuve d'un très grand soft power. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que les réflexions que vous avez partagées avec nous, très certainement nous aident à la fois à mieux comprendre le passé et à mieux penser l'avenir. Et pour ça, je voulais vous dire merci. Bien, ceci met un terme à notre première conférence de l'année 2014-2015. Encore une fois, je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Et puis, je vous invite à suivre nos activités sur notre site web au fil du trimestre et au fil de l'année qui s'en vient. Merci à tout le monde.